Bonsoir, ça marche? Oui. Bonsoir à tous, merci infiniment. Je vous propose de commencer la séance maintenant. Je suis Béatrice Chevalier, je suis la présidente de notre groupe Environnement et Développement durable, des amis de Sciences Po, qui est particulièrement heureux de vous recevoir ce soir et très honoré d'accueillir nos invités que Dominique présentera dans un instant. Juste deux mots pour vous dire qu'en gros, on a deux types principaux d'activités dans ce groupe. De façon assez classique, on produit des contenus et on diffuse des contenus à travers notamment des séries de conférences, le fait de recevoir des invités dans le cadre de masterclass ou de façon plus informelle. On accueille également des jeunes alumni dont le parcours est en lien avec la transition énergétique, écologique, environnementale. On a également un deuxième axe d'action qui est davantage, je veux dire, de l'animation de communauté autour d'un certain nombre d'événements plus festifs ou de réseautage un peu classiques, des afterwork, des dîners, des petits déjeuners, etc. Donc vous êtes évidemment, bien sûr, tous les bienvenus. Ce ne sont pas des événements qui sont réservés aux alumni, mais au contraire qui accueillent nos amis extérieurs. Voilà. Alors, juste un mot pour vous présenter ce cycle que nous avons initié avec Dominique, qui est un cycle mutation des entreprises qui comporte 4 conférences. C'est la deuxième à laquelle vous assistez ce soir. La première portait sur la mutation d'entreprise, objet de droit et sa gouvernance. Il y a un replay vidéo qui est disponible sur le site des alumni. Donc ce soir, elle porte sur l'entreprise productrice de biens et de services. Et les deux prochaines conférences porteront successivement sur les mutations des métiers d'une part et sur l'évolution dans les ruptures dans la façon d'appréhender la création de valeur par les entreprises. Ce sera notamment l'occasion d'aborder des sujets de comptabilité notamment. Voilà. Je vais laisser la parole à nos invités, que je remercie une fois encore et que je vous dis à tout à l'heure. Merci à tous d'être là et à nos invités encore plus. Un petit mot sur le thème de la transformation des entreprises. Bien sûr, on aurait voulu dire qu'il y a de nouvelles activités. Le secteur automobile il se transforme, de moins en moins de voitures thermiques, le secteur thermique, mais ça, c'est la vie des entreprises depuis toujours. Après, les questions de l'électricité. Mais ce qui change aujourd'hui, c'est la façon dont les modèles d'affaires se construisent. C'est ce sur quoi il me semblait intéressant d'assister aujourd'hui. Et pourquoi nous avons réuni 3 intervenants, un panel un peu différent du précédent, comme ceux qui avaient assisté à la première, elle était finalement très tournée par des intervenants qui venaient du monde de la durabilité. Et ce soir, c'est exactement l'inverse. Et je trouve que c'est intéressant en soi, ce que vous avez du monde du commerce, du monde industriel, qui est venu sur de nouveaux modèles. Et donc, c'est un témoignage de ce qui est en train de se passer. On n'est plus à la périphérie, mais bien au cœur du sujet, des sujets des entreprises. Alors, autour de la table, nous avons Martin Onos, qui est un diplômé d'HEC, même si qui a débuté dans le conseil en stratégie et puis qui a rejoint le groupe McDarty lorsque les 2 entreprises se sont réunies en 2017, si je me souviens bien, et qui a rejoint la direction de la stratégie et qui est directeur aujourd'hui de la business unit Seconde Vie du groupe, et son titre veut bien dire ce qu'il veut dire. On vous en dira un peu plus tout à l'heure, et cette business unit a été créée il y a 3 ans. À sa gauche, François Johnson, il est diplômé de Sciences Po, quand même, et de Dauphine. C'est vraiment un spécialiste de l'économie du service, et après une carrière chez Michelin, sa dernière activité était de diriger la division Tire as a Service, et il l'a créé il y a quelques semaines.
sa propre société pour accompagner les entreprises autour de cette thématique de l'économie du service et qui s'appelle Johnson Circular. Et enfin, Philippe Gutzmann, qui a fait Sciences Po, qui aujourd'hui préside l'agence qui porte son nom et qui est spécialisée dans le conseil de la distribution, de l'alimentaire et de l'économie servicielle. C'est pour ça notamment qu'il est là. Et plus encore parce qu'il est président de la commission commerce de la CCIP et Île-de-France, et que dans ce cadre, il a été rapporteur d'un rapport sur justement l'économie servicielle. Voilà, donc 3 spécialistes sous les angles industriel, commerce et business global qui vont nous parler de ce sujet. Alors peut-être pour commencer tout simplement, de quoi parle-t-on? Qu'est-ce que c'est ces nouvelles activités, ces nouveaux business models? J'ai envie de commencer par Martin Arnault, parce que c'est peut-être celui qui nous est le plus connu et qui commence à prendre, on le voit sur le mur, des publicités autour d'emploi, nouvelles activités autour de ça. Alors, qu'est-ce que c'est que cette seconde vie? On croit l'entendre, mais je crois que c'est un peu plus compliqué et un peu plus riche aussi. Ouais, bonjour à tous. Oui, c'est vrai que mon titre, je l'ai dit tout à l'heure, il veut dire ce qu'il veut dire. En fait, pour beaucoup de gens, il ne veut pas dire grand-chose, mais du coup, c'était quelque chose d'assez concret. Pour vous situer un peu le groupe Fnac Darty aussi, ce qu'on fait sur ce secteur-là. Je ne présente pas le groupe, on est un des leaders en France de produits culturels, produits électroménagers, produits électroniques. Et notre métier, c'est de distributeur de vendre des produits. Ce qui peut paraître du coup un petit peu compliqué de se dire qu'en fait, on arrive dans un monde où on est assez convaincu qu'on va vendre moins de produits et que notre modèle d'affaires, il va être aussi drivé par le service, par la durabilité des produits et pas seulement par vendre plus de produits que l'année précédente. On a fait une étude il y a 3 ans maintenant sur notre impact écologique de l'activité de notre groupe, en disant qu'est-ce qui pollue le plus en termes d'impact CO2 classique de notre groupe. Et on s'est rendu compte que les produits qu'on vendait, c'était ce qu'on appelle le scope 3, pour ceux qui sont un petit peu de calcul là, donc l'impact global de notre activité, 90% est lié aux produits que l'on vend, par leur production, leur transport, leur recyclage, etc. Donc, on peut être les meilleurs sur notre éclairage, notre logistique, etc. On ne réglera pas grand-chose du problème. À partir de ce constat-là, on a mis après 3 ans au cœur de notre stratégie la durabilité, sous 3 axes importants, et on pense que ce sont ces 3 axes en même temps qui font le sujet, et pas en traiter un seulement l'un après l'autre ou un seulement. Les 3 axes, c'est premièrement vendre des produits plus durables. Un produit qui va durer plus longtemps, un produit neuf, mais qui va durer plus longtemps. Ça, c'est quand même assez particulier, comme je vous disais, pour un distributeur. Mon but est quand même de vendre plus de produits neufs. Là, on est convaincu qu'on va avoir plus de liens avec le client et ressortir aussi par rapport à nos concurrents en disant un produit plus durable. Et pour ce faire, on a créé un indice de durabilité il y a 5 ans, un peu avant tous les indices qui commencent à exister maintenant en France, d'ailleurs, et de manière, je pense, un peu plus avancée que dans d'autres pays européens ou mondiaux. Et on a créé notre propre indice de durabilité sur la base de nos opérations SAV. Vous savez que le cabinet Darty, le SAV Darty, 60 ans que Darty répare les produits. Et donc, on s'est dit, utilisons ces données pour savoir quel produit tombe plus en panne qu'un autre, quelle famille de produits, quelle marque. Et on l'a rendu public aux clients et aux fournisseurs. Et ça a eu un impact important parce que nos fournisseurs, même si c'est parmi les plus gros fournisseurs mondiaux, ils n'aiment pas forcément être 2e, 3e ou 5e d'un classement de marque. Et donc, ça a pu commencer à faire germer les discussions entre nous et nos fournisseurs sur comment on conçoit un produit plus durable. Donc, plus durable, ça veut dire qu'il tombe moins en panne. Et si jamais il tombe en panne, qu'on puisse le réparer. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose, parce que finalement, si un produit tombe peu en panne, mais la seule fois où il tombe en panne, en fait, il est conçu de façon à ce que vous ne pouvez pas, puissiez jamais réparer. Finalement, il n'est pas très durable. Donc ça, c'est la première chose, et ça a eu un premier impact à la fois sur nos clients et sur nos fournisseurs. La deuxième chose, qui est encore plus transformante, on s'est dit,
on va avoir un modèle d'affaires qui est entre la vente de produits et la réparation de produits. On a lancé il y a 3 ans un abonnement à la réparation de produits. Ça s'appelle Darty. Mais en gros, c'est un abonnement mensuel qui dit tous les produits que vous avez chez vous, ils aient été ou non achetés chez Fnac ou chez Darty, sont éligibles à la réparation et de manière illimitée, on va voler la réparation. Ça, c'est assez transparent aussi, parce qu'on se dit on va vendre un abonnement à la réparation plutôt que de vendre des produits. Donc forcément, ça baisse aussi le nombre de produits que l'on vend. Pardon. Et on a déjà 800 000 personnes qui sont abonnées en France, qui sont abonnées à ce service. Donc ça veut dire qu'ils sont en capacité de faire réparer tous leurs produits chez eux, l'intégralité de leurs produits, tout le temps. Troisième chose, c'est ce qu'on appelle la seconde vie, c'est de dire une fois que si je ne peux pas réparer un produit et si un produit neuf tombe en panne ou qu'un client veut changer son produit, comment je fais pour créer la circularité et revendre des produits, les reconditionner et revendre des produits de seconde vie, seconde main ou quasiment reconditionnés. Il y a plein de termes sur le marché, on en a fait, mais en gros, comment je fais pour donner une autre vie à un produit chez un autre client. Et ça, c'est aussi très transformant puisque on reviendra certainement, mais un distributeur n'est pas forcément outillé pour le faire. Nous, notre métier, c'est de prendre un produit, le mettre dans un entrepôt et le distribuer. Et là, on se parle d'un modèle circulaire, c'est de reprendre un produit, que ce soit dans un circuit logistique chez nous, chez un client, ou même chez un fournisseur, mais un autre type de produit, le réparer chez nous, des ateliers de réparation, avec des techniciens spécialisés dans le reconditionnement, et le revendre. Et avec une petite spécificité pour nous, c'est qu'on revend des produits de seconde vie à côté des produits neufs. Donc, en fait, comment on fait aussi pour donner une bonne visibilité aux clients sur un produit de seconde vie à côté d'un produit neuf, puisque finalement, on est dans un modèle mix. Donc voilà, c'est notre troisième activité autour de la durabilité. Et pour conclure cette partie collective, pour moi, c'est vraiment l'ensemble des trois pour nous qui fait un modèle durable. Parce que finalement, si vous créez que de la seconde vie, c'est facile de revendre des produits reconditionnés, mais qui vont durer que 6 mois. Alors que notre ambition, c'est de vendre un produit reconditionné, mais qui va durer aussi longtemps qu'un produit neuf, donc qui va être éligible à la réparation dont je parlais avant, ou qui va être conçu pour être reconditionné plusieurs fois. Donc c'est bien l'ensemble des trois qui est assez difficile, mais qui pour nous est important et je pense aussi que c'est une vraie transformation où je parle pour Fnac Darty, mais on voit quand même une bonne partie des distributeurs qui ont maintenant compris que c'est une transition nécessaire qui est difficile, mais qui est obligatoire et dans laquelle il y a quand même beaucoup de distributeurs qui s'y engagent de manière assez forte. Merci. Alors peut-être François Johnson sur un modèle qui est très sensiblement différent. Ouais. Qui est non pas de vendre un produit, mais de vendre le service migrant. Exactement. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi d'être là avec vous ce soir et merci à Anne-Béatrix et à Dominique pour l'organisation de cette soirée. Ce qui est passionnant avec les modèles de la transition, parce que c'est de ça dont il s'agit, c'est qu'il y a plein de modalités différentes. Et Martin nous a parlé des modalités de deuxième vie. Moi, je voudrais vous parler d'autres modèles qui sont autour de l'économie, de la fonctionnalité ou de l'économie servicielle. Alors, cette terminologie, elle est toujours un petit peu complexe, c'est toujours un peu difficile de mettre une réalité derrière. En fait, il s'agit de vendre non pas un produit, mais le résultat de son usage. Vous ne vendez pas des pneus, vous vendez des kilomètres. Quand BASF Xarvio, la filiale de Digital Farming de BASF, vend ses offres, ils ne vendent pas des tonnes d'engrais, ils s'engagent sur un rendement à l'hectare. Et ce faisant, en fait, ça a deux conséquences immédiates. Cette transformation où vous passez d'une vente de produits à une vente de services, à une vente de résultats. Ça a deux impacts majeurs. Un impact business, c'est-à-dire que au lieu de vendre des tonnes de façon assez transactionnelle, des tonnes d'engrais ou un volume de pneus, un volume de produits de façon assez transactionnelle, vous êtes obligé, puisque vous vous engagez sur le résultat de l'usage du produit, vous êtes obligé de vous engager aux côtés de la personne qui va utiliser le produit et vous vous engagez dans les opérations. C'est donc typiquement un contrat de maintenance, en quelque sorte,
qui peut durer 3, 5 ans, 10 ans parfois. Si vous prenez Signify, la filiale de Philips, qui fait du Light as a Service, c'est-à-dire qu'il s'engage sur un cahier des charges de luminosité dans les salles d'un bâtiment, au lieu de vendre des ampoules, même un autre modèle, eh bien, ça s'étale sur des contrats de 5 à 10 ans. Chez Michelin, la transaction habituelle se passe avec des fournisseurs, des distributeurs de pneumatiques. Là, ces contrats-là, il s'agit de contractualiser avec une flotte de transport, avec une entreprise de transport qui a plusieurs camions, plusieurs bus, et ce sont des contrats de 3 à 5 ans. Donc, vous transformez un revenu transactionnel en revenu récurrent. Premier effet business absolument majeur. Deuxième effet business majeur de ces modèles, c'est que, en fait, au-delà de la récurrence, il y a une intimité client extrêmement forte. C'est-à-dire qu'au final, comme le client vous confie en quelque sorte ses opérations, vous opérez pour lui sur le terrain et vous finissez par mieux connaître ses opérations. Donc l'intimité client est absolument remarquable. Et je peux vous assurer que quand vous avez un contrat, la concurrence ne peut pas rentrer. En fait. Le rapport est extrêmement intime avec le client et vous finissez par mieux connaître ses opérations. Ça, c'est pour la partie business. La partie environnementale, elle est absolument fondamentale aussi. Et elle s'appuie sur 2 leviers. Le premier, c'est qu'à partir du moment où vous engagez sur un résultat, eh bien, moins vous mettez de produits, plus vous êtes rentable. Et c'est exactement le mécanisme qu'évoquait Martin à l'instant, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans une logique de volume. Quand vous êtes entre Michelin et un transporteur routier sur un contrat d'engagement kilométrique, c'est-à-dire que le transporteur vous paye en fonction des kilomètres qu'il effectue, moins vous mettez de pneus, mieux vous vous portez. Quand BASF s'engage sur un rendement à l'hectare, moins il met d'engrais, plus il est rentable. Donc en fait, il y a une mécanique extrêmement virtueuse à l'œuvre, puisque tous les acteurs de la chaîne économique sont objectivés sur de l'efficience et non plus sur des volumes. Parce qu'en fait, dans une économie linéaire, ce que j'appelle linéaire, c'est je prends de la matière première, je la transforme dans mes usines, je la mets sur le marché et je ne m'en occupe plus après. Dans une économie linéaire, l'industriel est objectivé sur des volumes. Les KPI des équipes, c'est simple, hein, c'est part de marché, profitabilité. Donc, on est sur une logique de volume. Le distributeur est objectivé sur une logique rémunérée, sur une logique de volume et de profitabilité. Et finalement, le seul qui extrait de la valeur efficiente de l'objet, c'est l'utilisateur final. Ça, c'est l'économie telle qu'elle a été écrite pendant les 250 dernières années. Dans les modèles de fonctionnalité, tous les acteurs économiques, l'industriel, le distributeur, l'utilisateur final, sont rémunérés sur l'efficience de l'usage. Donc, c'est une véritable révolution, c'est une véritable transformation. Ce n'est pas du tout des modèles neufs, c'est des modèles qui existent depuis longtemps. Après, on parlera un petit peu plus tard des difficultés de mise en œuvre et pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas décollé plus tôt. Mais ça transforme complètement le contrat économique. Il y en a d'autres qui parlaient de contrat social, mais là, il s'agit d'un contrat économique entre les acteurs. Ça transforme complètement la mécanique du contrat économique, puisque tout le monde est objectivé sur le fichier. Ça, c'est le premier levier environnemental. Une entreprise comme Michelin en arrive à reconditionner ses produits 2 à 4 fois plus que le marché. C'est pareil pour Bridgestone ou Goodyear, qui sont les concurrents de Michelin sur ce modèle-là. Donc, la consommation de matières premières est très significativement réduite, la consommation d'énergie est très significativement réduite. Le deuxième effet environnemental de ces modèles, c'est la fin de vie du produit. À partir du moment où votre intérêt est que le produit dure le plus longtemps possible et soit réutilisable le plus possible, eh bien, l'éco-conception prend énormément de valeur et le produit en fin de vie reconditionnable prend énormément de valeur. Et là, vous avez 2 options en tant qu'industriel. Soit vous distribuez cette valeur sur le marché et vous laissez le marché opérer ce reconditionnement et cette valeur, soit vous mettez la main dessus et vous l'intégrez dans votre modèle. Et là aussi, le reconditionnement et la gestion du produit en fin de vie a un véritable impact environnemental. Voilà. Donc, ce sont des modèles différents des modèles de seconde vie. Ce sont des modèles qui complètent fortement, qui s'adaptent en fonction des demandes du marché.
Là, je vous ai parlé des aspects positifs, on parlera un petit peu plus tard des difficultés, parce que le monde n'est pas parfait, et donc ce sont des modèles qui sont particulièrement exigeants et qui peuvent être difficiles à mettre en œuvre. On l'évoquera un petit peu plus tard. Je peux se peut-être une vision à travers ces modèles qui sont très différents, mais qui finalement se rejoignent dans l'efficacité matière et puis dans la durée, la durabilité, le niveau du produit et l'économie finalement, la production des ressources. Qu'est-ce qu'on peut dire de vision un peu plus globale de ces évolutions et qu'est-ce que va s'occuper l'optimum? Voilà. Question nous emmène un peu loin. Je voudrais d'abord, François a à peu près tout dit sur l'essentiel, mais je vais me permettre de reprendre les sujets, vous les raconter au travers de mon cheminement sur cette question-là, pour essayer d'aller au bout et de faire une synthèse. Alors, effectivement, je suis élu de la CCI Paris-Île-de-France et j'y pilote un groupe de travail qui s'est penché depuis maintenant 4 ans sur 5 ans déjà, en 2023, sur ces questions d'économie servicielle. Et quand on s'y est penché au départ, on n'avait pas trop d'idées avec mes collègues élus de là où ça allait nous emmener. En fait, on sentait beaucoup de mouvements dans l'économie. On est en 2018 quand on a mené ces travaux. À l'époque, on parlait d'ubérisation, enfin, on parlait de tous ces modèles-là, et on a mené un travail avec une vingtaine de chefs d'entreprise pour essayer d'identifier les choses. Et on a abouti à un certain nombre de rapports qui sont disponibles librement sur le site de la Chambre de commerce et d'industrie Paris-Île-de-France. Mais avant ça, j'ai été, alors un peu comme Martin, j'ai été longtemps distributeur, puisque j'ai passé 24 ans chez Auchan comme patron d'hypermarché, puis dirigé la direction marketing de l'offre. Et c'est de cette époque-là que j'ai mis le doigt dans l'engrenage et que sans l'avoir théorisé du tout au départ, j'ai commencé à faire un lien effectivement entre l'écologique et l'économique. C'est, je crois, la clé du sujet si on veut transformer le monde. L'histoire commence en fait en 2009, tout bêtement. On a créé un rayon occasion en magasin dans l'idée de dire on va faire le bon coin en magasin. En 2009, hein, ça fait 2-3 ans que vous voyez passer ça, mais en 2009, avec une collaboratrice qui était très branchée sur ces sujets-là, on a testé les choses. Et c'était très intéressant de voir le comportement des clients. À peu près à la même période, j'étais dans une entreprise, Auchan, qui avait comme claim interne quasiment ce qu'a dit Martin, et ce qu'on trouve dans tous les modèles de distribution, mais plus largement dans la plupart des industries. Notre métier était défini de la façon suivante. Ça pourrait vous choquer aujourd'hui, hein, de dire vendre de plus en plus d'articles de moins en moins cher à de plus en plus de clients. Et à cette époque-là, je faisais partie d'un groupe de travail et où Gérard Mullier, il dit toujours, nous avait dit, réfléchissez, on avait une copie avec une question un peu plus tordue qu'à Sciences Po, qui était « Oser au service de la vision ». En général, il y a un blanc après ça. En fait, le travail qu'on a mené nous questionner, mais finalement, de plus en plus d'articles. Ce n'est pas ici que je vais vous l'apprendre. Déjà là, on voyait bien que le monde était fini et qu'on avait un problème. De moins en moins cher, si on ne peut pas vendre de plus en plus d'articles, de moins en moins cher, on est en train de scier la branche sur laquelle on est assis. Et de plus en plus de clients, en tout cas dans les pays développés, la démographie est stagnante et les marchés sont saturés. Donc on s'est dit, on a une équation qui est insoluble économiquement. Sauf si on change le premier terme de l'équation qui était vendre. Est-ce qu'au lieu de vendre, c'est ce que François a développé, est-ce qu'on peut ouvrir à d'autres schémas transactionnels? Et là, autre chose qui se vivait beaucoup dans l'entreprise et qui permet d'ouvrir le champ des possibles. La question qui se posait, c'était de dire, est-ce qu'on est là pour vendre des produits ou est-ce qu'on est là pour faire réussir le client? Que ce soit un client consommateur d'Auchan à l'époque, de Fnac Darty, de Michelin ou de n'importe quelle entreprise. Est-ce qu'on est là pour vendre, c'est-à-dire quelque chose qui renvoie à une dimension produit, finalement, ou est-ce qu'on est là pour rendre service à un client? Vous voyez bien que si on se pose de cette façon-là, tout de suite, on peut se dire, tiens, finalement, prenons une machine à laver, je peux l'acheter, mais je pourrais l'acheter d'occasion, je pourrais la louer, je pourrais l'avoir en abonnement. Enfin, on peut ouvrir le champ des possibles si on inverse juste le sens de la proposition. Alors, passer cette
cette intro pour revenir à ce qu'est, pour moi, l'économie servicielle, et qui donc couvre à peu près tous nos sujets. Aussi bien, souvent on dit, tiens, il y a l'occasion, la seconde main, l'abonnement, tout ça, c'est des choses qui apparaissent différentes. En fait, pour moi, pas tant que ça, et d'ailleurs, les modèles peuvent s'enchaîner les uns les autres. La question de fond, c'est celle de la performance d'usage. En fait, l'économie, ce qu'on va appeler l'économie servicielle, c'est celle, et c'est ce que François a exprimé, c'est celle qui va non pas être une économie d'usage, hein, vous payez par abonnement quelque chose, c'est celle qui va s'occuper de la performance d'usage. C'est-à-dire, et c'est ce que François a exprimé très clairement sur les pneus en l'occurrence, c'est où l'entreprise devient responsable de la performance d'utilisation que l'utilisateur a des produits ou des services d'ailleurs dont il dispose. Alors que jusqu'à présent, on vous vend un service, on vous vend un produit, puis débrouillez-vous avec. Non, là, on devient responsable de la performance. C'est très important parce qu'en réalité, c'est bien celui qui a produit un bien ou un service qui est le plus compétent pour en optimiser la performance. Pour les pneus, ça me paraît très clair. Pour un appareil électronique, sans aucun doute, mais je prends souvent cet exemple ça fait des années que je vis un calvaire avec mon système de chauffage, pompe à chaleur. Mais je n'y comprends rien. Je vous mets au défi de comprendre quelque chose à une pompe à chaleur si vous n'êtes pas diplômé, si vous n'êtes pas Sciences Po plus Polytechnique en pompe à chaleur. C'est un truc incompréhensible. Quel est le chauffagiste qui va me vendre le fait qu'il fasse 19 degrés chez moi et que j'arrête de me prendre la tête avec mon plombier, ma pompe à chaleur et tout ce qui va derrière? Et la question qui se pose derrière de cette performance d'usage, c'est donc de bien qualifier, et c'est le côté intime, quelle est la performance d'usage qui est attendue par le client sur le bien ou le service qu'il utilise. Et quel que soit le bien ou le service qu'on utilise, c'est là où ça devient passionnant, c'est que chacun dans cette salle, vous aurez probablement une attente différente. D'où le besoin d'une connaissance extrêmement fine du besoin de chacun. On n'est plus sur une économie qui est centrée sur la production d'un bien, mais sur la connaissance des clients et l'usage précis que chaque client va en faire. Ça renvoie à quelques points importants. Le premier, c'est que l'économie servicielle n'a rien à voir avec le secteur des services dans la taxonomie, hein, l'agriculture, l'industrie, les services. Tout peut être serviciel. C'est une question de posture, ce n'est pas une question de taxonomie. C'est un gros sujet parce que dès qu'on parle de serviciel, souvent on nous dit oui, mais l'industrie. Non, pas du tout. L'industrie, elle est servicielle. Enfin, Michelin est une industrie, que je sache. Et il peut être très serviciel. On l'a dit, ça intègre dans la chaîne de valeur l'ensemble des facteurs amont, l'ensemble de ce qu'on pourrait appeler des co-traitants qui peuvent accompagner. Dans mon exemple de chauffage, c'est la fabricant de pompe à chaleur, mais c'est le plombier, c'est le chauffagiste du coin. Enfin, tous ces gens-là sont des co-réalisateurs de la performance d'usage, mais le client, l'utilisateur final, B2C ou B2B, il est dedans aussi. Ce qui est important enfin, c'est que ces modèles, on va sans doute le développer, mais pour toucher du doigt tout de suite, on a parlé de modèles d'affaires. Là où ils sont très impactants, c'est qu'ils changent potentiellement, pas toujours, mais fondamentalement, même la structure bilancielle des entreprises. Si je reste propriétaire d'un bien que vous utilisez, j'ai beaucoup plus d'immobilisation. Au lieu que ce soit un consommateur ou d'ailleurs une entreprise qui acquiert un bien et qui le finance, c'est celui qui l'a produit qui doit le financer. Donc là, le mode de financement de l'entreprise ou des différents acteurs dans la chaîne n'est plus le même. Donc, j'ai discuté de ces sujets-là avec des banques qui sont très embêtées, par exemple, parce que c'est déplacer le financement des filiales de financement de la consommation à celle du haut de bilan. Et c'est des sujets qui peuvent être assez conséquents. François l'a évoqué vite, on change également le modèle de rémunération des entreprises d'une logique du one-time value à une lifetime value. Donc, souvent, il y a même des problèmes pour les entreprises de consommation comme celles que j'ai connues, je ne sais pas où en est Magdarty, problème de monétique. Une entreprise comme Carrefour n'est pas du tout équipée pour envoyer une facture automatiquement tous les mois à un client. Ce n'est pas du tout sa culture. C'est assez compliqué. En fait. Donc, on change beaucoup de choses. Enfin, et pour terminer, pour dire pourquoi pour moi c'est in fine le même sujet, et en quoi ce sont des modèles écologiques.
c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est la notion de productivité. D'ailleurs, on en parle beaucoup dans le débat public en général ces derniers temps, autour des questions du PIB, la productivité, les facteurs de production, etc. Et en fait, ce que je trouve passionnant, c'est de voir effectivement depuis 250 ans, mais notamment sur les 50 dernières années, à quel point tout le système productif agricole, c'est vrai, je travaille beaucoup sur ces sujets, industriels et de commerce, ont déployé des trésors d'imagination pour améliorer leur propre productivité, pour finalement livrer à des utilisateurs des biens qui, globalement, servent à rien. J'entends par là que, et chacun pourrait penser à chez vous, mais le nombre de vélos d'appartement qui ne sont jamais utilisés, le nombre de, je prends exprès des biens de consommation, ils nous touchent plus, hein, les machines à pain, etc. Mais je vais aller plus loin. Le nombre de cuisines d'entreprises, de Sodexo, Elior et autres, ou d'écoles, qui ne servent que pour midi, alors que, donc à peu près 200, 250 repas par an, alors qu'ils pourraient en délivrer 1000. L'outil existe, mais il est improductif l'essentiel du temps. Et en fait, pourquoi j'évoque ça, c'est que pour moi, la clé et la fusion entre tous ces modèles, c'est qu'ils permettent en fait d'améliorer la productivité des biens, c'est-à-dire le volume, je vais le dire comme ça, hein, c'est un peu théorique, mais le volume d'effets utiles délivrés par des biens. Si mon vélo d'appartement ne me sert à rien, ou mon vélo ne me sert à rien pendant la semaine et que je le prête à François, et il va délivrer 2 fois plus d'effets utiles, il est donc 2 fois plus productif, si vous voulez. Notre problème aujourd'hui, collectivement, c'est qu'on ne le monétise pas. Quand on est dans l'économie collaborative, on ne monétise pas et donc on ne mesure pas les choses. Par contre, quand c'est organisé par des entreprises comme Michelin, Frank Darty ou d'autres, et qui structurent ce marché, il devient finalement rémunérateur. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve, dans ces modèles, c'est qu'ils vont permettre finalement, je dirais, d'améliorer la satisfaction des individus, mais globalement de la société. Donc, je ne suis pas dans un schéma de décroissance, je suis au contraire dans un schéma de croissance du bonheur collectif, et pas dans un sens, comprenez-moi bien, pas dans un sens de la sobriété décroissante, etc. Mais non, on peut se faire tout autant plaisir demain, mais en utilisant beaucoup moins de biens ou en les organisant différemment et en générant beaucoup de valeur. Donc, c'est en ça que je pense que ces sujets de serviciels sont des sujets profondément économiques qui doivent être dans l'économie monétisée, et qui, de cette façon-là, par différents leviers, peuvent être complètement en cohérence avec les enjeux écologiques et justement leur permettre de les réaliser. Voilà, j'ai tenté la synthèse au bout. On va peut-être rester avec vous sur avoir vu ce que sont ces modèles, quelle est leur dynamique, même s'ils sont anciens, ils sont aussi nouveaux, et viennent s'opposer à des systèmes beaucoup plus classiques qui ont leur place. Aujourd'hui, quelle est la dynamique de ces modèles par rapport aux modèles traditionnels? Je vais faire plus court. C'est très difficile de répondre de façon affirmative sur ce sujet parce que on aimerait bien pouvoir dire que c'est un grand soir, que tout est en train de changer, etc. La réalité, c'est qu'il y a énormément de mouvements. Ça foisonne dans tous les sens, ça bouillonne énormément. Il y a énormément d'échecs également. Encore récemment, je les cite et je suis vraiment triste pour eux parce qu'il y a une jolie initiative dans le monde de l'habillement, Les Cachotières qui a décidé de cesser son activité récemment. Enfin, il y a beaucoup d'échecs. Il y a des réussites finalement. Des modèles comme, alors ils se sont dégradés, je trouve, mais un modèle comme Uber s'est installé. D'autres modèles qui sont présentés comme étant disruptifs il y a 2 ans, par exemple les dark stores, qui en fait n'ont rien de serviciel, mais qui apparaissaient pour beaucoup comme étant dans cette économie-là, sont en train de... Enfin, c'est un crash, clairement, c'est un crash industriel, les dark stores. Donc, c'est très difficile d'être affirmatif. Ce qu'on peut dire, c'est que ça bouillonne, il y a beaucoup de choses qui se passent. Pour moi, il y a un sujet qui est sans doute après, mais qui est pour notre pays, globalement, comment on arrive à accompagner l'émergence de cette entreprise, de cette économie, au travers d'entreprises françaises. Et si on était en capacité en France de créer l'écosystème, parce que c'est profondément écosystémique, on pourrait avoir des champions de l'économie de demain. Ça, c'est dans les travaux qu'on a menés avec
la Chambre ont fait ressortir ça de façon très forte. Et ça renvoie à des vraies questions de fond autour de notre système normatif au sens large, hein, qui est un héritage de l'économie industrielle. On voit bien qu'on a du mal à s'en départir. Et on a là un véritable enjeu de savoir si collectivement on est prêt à faire émerger ces modèles-là sur des tas de sujets qui sont juridiques, qui sont autour du droit du travail, parce que du partage de la data, il y a beaucoup de choses. Moi, j'ai beaucoup d'espoir, tout simplement parce que fondamentalement, je crois qu'on a la Sciences Po, donc on va forcément faire un peu de politique, mais soit on prend une voie, on répond aux enjeux écologiques par une voie décroissante, à laquelle je ne crois pas du tout, ni socialement, je pense que le corps social n'est absolument pas prêt à ça, mais je pense que de toute façon, économiquement, ce n'est pas possible. C'est-à-dire que les transitions écologiques vont nécessiter de créer beaucoup de valeur. Soit on a, je dirais, la poursuite de l'économie qu'on a connue, et on voit bien que, hein, je viens pas au début de mon propos, ça risque d'être compliqué. Et donc, j'ai tendance à être assez optimiste en disant nécessité fera loi. Et le sujet pour les entreprises, ça va être de dire quelles sont celles qui vont réussir à monétiser les poches de valeur, notamment autour de cette productivité, de l'amélioration, hein, de la performance d'usage et de la productivité des biens. Donc, ça va se faire. Ça va se faire dans la douleur, comme toutes les transformations. Hein, c'est une... je trouve le terme un peu, c'est quand la chenille devient papillon. C'est une... La chrysalide devient papillon, c'est une métamorphose. Et la métamorphose, c'est quelque chose qui est très difficile parce que on redistribue tous les organes dans un autre soi-même, et pendant ce temps-là, il y a une grosse période de fragilité pour tous les prédateurs autour. Pour ça que je sens la vision pratique. Ah oui, il y a des jolis papillons. Il y a des très jolis papillons. Des papillons en cours de transformation. Je vais commencer par quelques chiffres sur le marché plus traditionnel du pneumatique. Ces modèles serviciels dans le monde du pneumatique, ça représente en Europe 13% des véhicules. 13% des véhicules, camions, bus, confient leur maintenance pneumatique à des tiers externes et se font rémunérer au kilomètre. Donc, on est sur ce marché très spécifique à 13%. Et ce marché connaît une croissance double, à peu près double prix, ça dépend des années, de celle du pneumatique traditionnel. Il y a de plus en plus de clients transporteurs qui disent bon, le pneu, c'est 3% de ma structure de coût, je confie à quelqu'un. Et moi, je ne m'en occupe plus. Parce qu'en fait, finalement, ce qu'on vend, c'est de la tranquillité. En fait, vous vendez du peace of mind en termes marketing anglophone, vous vendez de la tranquillité à vos clients. Et donc, il y a cette dynamique-là. Voilà, ça c'est pour la partie chiffrée. Après, pour la partie de tendance, il me semble intéressant de regarder un petit peu historiquement où ces modèles serviciels étaient utilisés. En fait, quand vous prenez une courbe de Gauss qui représente un peu schématiquement le cycle de vie d'une technologie, eh bien, ces modèles étaient utilisés soit au début du cycle de vie pour faire passer la techno au marché. La caricature, c'est Xerox, avec les photocopieurs. L'autre caricature, c'est le marché actuel du transport routier, hydrogène ou électrique. 100% des acteurs, qu'ils soient start-up ou constructeurs traditionnels comme MAN, Iveco ou autres, 100% veulent proposer du truck as a service pour faire passer la technologie hydrogène ou électrique et pour faciliter la transformation de leurs clients transporteurs. Parce que le changement de motorisation représente une véritable transformation des modes de fonctionnement des transporteurs. Quand vous savez qu'un transporteur fait en moyenne 3% de marge, il a une capacité à absorber la transformation qui est un petit peu plus importante. Donc, ça, c'est le début de cycle de vie. On les a aussi beaucoup vus en fin de cycle de vie de technologie en défensif marché. C'est-à-dire que comme vous avez des contrats de 3 à 5 ans avec vos clients, voire plus, c'est le meilleur moyen de se défendre contre de l'import à bas coût venant d'autres zones du monde, parce que ces acteurs-là sont, de leur modèle étant de pousser des produits dans des hangars, ils sont virtuellement dans l'incapacité d'offrir tout le service qui va avec. Donc, c'est un super modèle défensif. La raison pour laquelle je suis absolument convaincu que ces modèles vont se développer,
c'est que tout le milieu du cycle de vie, aujourd'hui, et ces modèles sont particulièrement poussés, notamment par les réglementations européennes. Les modèles de as a service, product as a service sont nommément cités dans la taxonomie européenne, hein, dans les 6 critères de la taxonomie. 4e critère de circularité, qui viennent en fait flécher les investissements vers les projets soutenables. Le 4e critère de la taxonomie cite nommément ces modèles comme étant des modèles de transition. Donc, tout ce milieu de cycle de vie qui était extrêmement linéaire historiquement est en train de, j'en suis absolument convaincu, d'évoluer vers des économies beaucoup plus circulaires et servicielles. En fait, j'en suis convaincu au point que je monte ma boîte sur ce thème-là. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'une fois qu'un client est passé, alors c'est compliqué de transformer un client traditionnel, linéaire, en client serviciel, mais une fois qu'il est passé, il ne revient jamais en arrière. Une fois qu'un client a confié la maintenance électrique à Signify, s'est engagé sur un contrat, parce qu'en fait, on a des contrats d'air conditionné, notamment, qui s'engagent sur, ça commence à arriver, pas forcément en Europe, mais si vous prenez la plus grosse laiterie d'Afrique du Sud, elle a un contrat de air conditioning as a service, c'est-à-dire que son fournisseur s'engage sur, notamment sur les salles blanches, à maintenir un niveau d'hydrométrie et de température stable, et se rémunère sur ce résultat-là. Une fois que vous avez fait ça en tant qu'industriel, vous ne revenez pas en arrière, vous n'allez pas vous restaffer pour reprendre des personnels de maintenance, pour vous occuper soit des pneus ou du système d'air conditionné. Il n'y a pas de retour en arrière. Quand vous perdez le contrat, votre client va chez un concurrent qui offre le même type de contrat. Mais on ne revient pas sur un... Donc, il y a un effet de cliquet qui est assez intéressant, je trouve, dans ces modèles-là. Et puis, je pense que le marché évolue extrêmement vite en ce moment. Quand vous prenez les tenders, les appels d'offres dans le monde du transport, il y a 5 ans, les critères environnementaux étaient inférieurs à 5%. Vous savez, dans les tenders, en fait, les critères sont quantifiés. Les critères environnementaux et CE2 étaient inférieurs à 5%. Il y a 7 ans. Il y a 5 ans, ça a commencé à bouger. Aujourd'hui, on est autour de 15%. Donc, quand il y a un appel d'offres dans le monde du transport, que ce soit pour des pneus, des véhicules, quel que soit l'appel d'offres, les critères environnementaux sont maintenant à 15%. Et c'est quantifié dans les appels d'offres. Ils étaient à 5% il y a 5 ans. Donc, il y a une véritable tendance de fond qui, moi, me fait penser qu'on est on est avec des outils relativement anciens, finalement, parce qu'encore une fois, la fonctionnalité, c'est pas nouveau, le réemploi, c'est pas nouveau, mais on est en train de vivre un tournant, ou en tout cas une véritable remise en question de certains fondamentaux qui étaient pris pour acquis dans énormément de marchés. Peut-être la même question à Martin Onos, le remploi, on a l'impression que ça commence vraiment à prendre, parce que c'est la réalité. Bon, moi, je vais parler surtout d'un point de vue de distributeur et consommateur, mais je comprends un peu ce que vous disiez, c'est-à-dire que oui, ça prend beaucoup, mais il ne faut pas se leurrer, c'est pour un distributeur ou ce marché, ça reste très faible. Et tout à l'heure, on avait 800 000 abonnés Mertimax, et certainement entre 100 et 120 euros par an pour avoir un abonnement. Vous imaginez le poids de chiffre d'affaires par rapport à 8 milliards d'euros de chiffre. Vous imaginez, c'est un poids de chiffre d'affaires qui est encore mineur, cette partie-là. Alors, c'est une autre activité, c'est une activité servicielle, l'abonnement, etc. Mais de là à ce que ça fasse 8 milliards de chiffre d'affaires, on a un peu de marge. Donc, en fait, oui, il y a une croissance forte, mais il faut quand même se dire qu'on est au début de la transition, à la fois des modèles d'affaires, du poids dans le chiffre d'affaires, du poids dans la rentabilité, etc. Ça, c'est un premier point qui est important. En revanche, c'est un marché à la donc, consommateur et marché. J'ai quelques chiffres aussi sur la partie. C'est un marché qui existe et qui est grand. Et c'est aussi pour ça que tout le monde s'y met en termes de distributeurs et qu'il y a aussi plein de nouvelles startups qui arrivent sur ces sujets, etc. Le marché de la seconde vie en France, au conditionné, occasion, tout compris, on estime, alors, les estimations sont toujours très compliquées et très variables, mais entre 7 et 8 milliards. Et nous, on estime que sur nos marchés à nous, Fnac et Darty, j'enlève la mode, les voitures, etc., on a à peu près 5 milliards d'euros de potentiel de marché. C'est quand même énorme. Il n'y a pas beaucoup pour un distributeur de produits assez traditionnel qui existe sur des marchés très stables depuis 20 ans, qui n'a pas vraiment... Voilà, trouver un marché à 5 milliards,
C'est pas tous les jours. Donc, c'est un sujet important. Et alors, on voit aussi une grande différence entre les marchés. Nous, on interagit sur plein de marchés. Sur la téléphonie, qui est le marché peut-être le plus connu, le plus mature sur le reconditionné, on estime à entre 15 et 20% le poids du reconditionné sur la téléphonie. C'est doublé dans les 5 à 6 dernières années. 20% d'un marché, c'est déjà énorme. En revanche, sur le gros électroménager, c'est peut-être 1 à 2% du marché. Donc, en fait, on a des positions de cette économie circulaire qui est assez différente en fonction des marchés et qui a une maturité assez différente. Après, ce qu'on observe vraiment, et là, pour le coup, c'est assez récent, parce que nous aussi, ça fait quand même une dizaine d'années qu'on est sur ces sujets. Ça fait 60 ans qu'on répare des produits, 10 ans qu'on vend des produits d'occasion. En revanche, là où il y a une vraie accélération, je pense, c'est sur la demande consommateur depuis, je pense, 2 ans et demi. Encore plus, il ne faut pas se leurrer avec les sujets économiques actuels. En fait, on a aussi une recherche d'avoir des produits à plus faible valeur en tant que consommateur. Finalement, ça se rejoint un peu avec les considérations écologiques. Et on a des vraies croissances importantes sur ces marchés-là. Alors, forcément, quand on parle de chiffres petits, c'est plus facile de faire des fortes formes de croissance. On a la croissance de l'ordre de 50% par an des ventes de ces produits de seconde vie, ce qui est assez important d'un point de vue d'un nouveau marché, avec néanmoins, je pense, une importance d'un point de vue consommateur qui est de donner de la bonne lisibilité et visibilité à ces produits. Surtout quand on est, ce que vous disiez tout à l'heure, le corner, occasion, point, etc., c'est une des manières de vendre. Mais en fait, on se rend compte que la manière de vendre et de démocratiser encore plus ce marché, c'est de le vendre un produit de seconde vie au même niveau qu'un produit neuf. C'est-à-dire de le mettre au même endroit, dans le même rayon, avec le même niveau de garantie, la même durée de vie, le même vendeur, etc. Donc ça implique beaucoup de choses, parce que si vous garantissez de la même façon un produit de seconde vie, c'est que vous, en tant que distributeur, vous prenez le risque économique que si le produit tombe en panne dans 6 mois, c'est moi qui me retrouve à payer le remplacement de ce produit ou sa réparation. Mais en tout cas, c'est qu'en donnant ce même niveau de visibilité qu'on arrivera à développer encore plus ce marché. Ça, c'est une de nos convictions assez forte. Et si je vous parle au marché de la vente des produits de seconde vie, après, on a parlé de plein d'autres choses. Nous, de ce qu'on connaît, on a le marché de la réparation. Je vous ai parlé de ces fameux 800 000 abonnés. Alors, vous dites que ce n'est pas beaucoup en chiffres, mais en termes de population, c'est quand même assez énorme. On a presque 1 million de foyers, pour le coup, c'est un abonnement par foyer, en 3 ou 4 ans. Et on pense qu'on va doubler dans les 2-3 années à venir le nombre de foyers abonnés à cet abonnement. Et donc, ça a un corollaire direct qui est le nombre de produits qu'on répare. Et on répare. Avant le Covid, on réparait quelque chose comme 1,7 million de produits par an, ce qui est déjà énorme dans le groupe. Cette année, on a réparé 2,3 millions de produits. Donc, ça veut dire qu'on a un taux de réparation de produits qui explose. Alors, il n'y a pas forcément plus de produits dans les ménages, on se parle de produits du quotidien. On répare beaucoup plus de produits. On verra tout à l'heure que ça a quand même des incidences importantes, parce que pour réparer plus, il faut plus de techniciens. Ça implique aussi des coûts, etc. Donc, le modèle économique est assez compliqué sur la réparation. Mais on voit un impact important de ces modèles-là, puisque du coup, le client est plus amené à profiter de ces abonnements, à faire réparer son produit. On voit que c'est une vraie tendance qui, pour être honnête, n'existait pas existait marginalement il y a une dizaine d'années, entre 5 et 10 ans. On préférait changer son produit que le réparer. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup de réparateurs en France, parce que finalement, on réparait plus trop de produits globalement en France. Donc la réparation, il y a une grosse tendance de croissance. Et après, sur les modèles serviciels, moi, c'est toujours difficile de dire comment je présente au client parmi le panel de services. Parce que finalement, tout se rejoint entre la location, est-ce que je fais reprendre mon produit, est-ce que je le vends avec un abonnement à la réparation, comme ça, le client, pendant 20 ans, il n'a plus besoin de racheter un produit. Et finalement, la question finale, c'est comment je market ça, comment je rends ça explicite auprès d'un client. Et c'était simple, c'est un vendeur face au client, on ne va pas pouvoir lui dire, alors vous pouvez le louer, ou le reprendre, ou le faire réparer. Donc, il faut un discours qui soit assez cohérent. Et je pense que tout le monde tâtonne un peu sur quel est le discours et certainement adapté à chaque client, parce qu'un client voudra acheter un produit, puis le revendre en fin de vie, un autre client voudra le louer.
Donc, on est encore dans ce tâtonnement en cherchant la meilleure articulation des modèles. Actuellement, nous, on trouve que la reprise est un modèle qui croît énormément. C'est-à-dire le rachat de produits. Donc, je viens acheter un produit, je rends l'ancien, je me le fais racheter, ce qui est aussi une manière de financer mon réachat de produit et d'alimenter une économie circulaire, puisque je rends mon ancien téléphone, je le remets dans un circuit de reconditionnement, etc. Ou c'est le fameux livreur d'articles qui vous prend votre soutien électroménager quand il vous livre le nouveau. Ça, c'est un modèle qui pourrait être assez vertueux, à la fois parce qu'il permet de financer un réachat et de récupérer un produit. Mais en fait, c'est une autre manière de concevoir de la location. Finalement, si vous louez votre produit 3-4 ans, qu'à la fin, vous changez. Donc, je pense que c'est plus des aspects marketing et de comment on constitue une offre et comment on la monétise aussi pour un client. Est-ce que je le fais par abonnement ou est-ce que je lui prends la location, pour nous, est un peu plus difficile sur nos marchés, soit parce qu'on a des produits très gros, typiquement un lave-linge. C'est tricky. À partir du moment où vous le prenez chez un client pour le remettre chez un autre, vous avez peut-être perdu déjà 20% de la valeur économique des produits dans le transport, qui en plus polluent. Donc, et si je prends un téléphone portable, vous n'avez jamais levé votre téléphone portable pour 2 mois, 2 jours. C'est un produit qui est tellement important avec des données, etc. Vous allez le garder au moins 1 an. C'est un produit qui se vend comme ça si facilement. Avec aussi je finirai là-dessus, la nécessité de créer des modèles qui sont vertueux. Et c'est la difficulté à plusieurs types. Faut être durable en termes de rentabilité aussi, parce que pas mal d'acteurs de l'économie servicielle, et notamment tous ceux que vous avez cités, il n'y a pas un qui gagne de l'argent. Et si on ne peut pas se dire en tant qu'entreprise, se dire on va créer une activité qui ne gagne pas d'argent, ou qui détruit la rentabilité. Clairement, donc c'est trouver un modèle qui est rentable, c'est pas si simple. Et c'est trouver un modèle aussi, je pense, durable dans le bon sens du terme, parce qu'on s'aperçoit aussi qu'il y a des modèles qui peuvent être un peu au titre de je vends plus de produits reconditionnés ou de seconde vie, etc., qui s'engagent en fait dans d'un point de vue, je ne vais pas dire vertu, mais d'un point de vue écologique, en tout cas, pas si vertueux que ça. Typiquement, le marché du reconditionné, portable reconditionné en France, il est en extrême majorité alimenté par les États-Unis et par le système de location longue durée aux États-Unis. Vous achetez aux États-Unis en fait votre portable, vous gardez 1 an, puis après vous passez à l'iPhone 14 cette année, iPhone 15 l'année prochaine, et puis à chaque fois en fait vous changez. Et puis les produits qui sont du coup récupérés par les organismes de location ou les opérateurs alimentent ensuite de reconditionner les marchés européens. Finalement, est-ce que c'est de l'économie circulaire? Est-ce que c'est vertueux? C'est une question qu'on peut se poser. Et donc, c'est vrai que tout le monde tâtonne sur le modèle et il va falloir trouver un modèle qui fait, on peut aller là-dessus, un poids de business important pour l'entreprise. Si ça reste mineur, finalement, on n'aura pas un focus de l'entreprise si important. Deuxièmement, qu'il soit vertueux d'un point de vue modèle business, parce qu'au bout du compte, il faut aussi pouvoir le financer, et qu'il soit vraiment vertueux écologiquement, et donc créer, je pense que la notion de filière que vous évoquez est assez intéressante, de dire comment on crée des règles un peu communes aussi et des filières pour pouvoir avancer ensemble, parce que finalement, tout le monde tâtonne et il faut trouver un modèle globalement vertueux. Pour cette question, vous avez plusieurs fois effleuré la question comment faire finalement, parce que c'est formidable, c'est intéressant, ça se développe, mais c'est compliqué, si je vous entends bien, à de multiples titres. Et je pense que ces multiples titres, c'est intéressant dans l'environnement. Peut-être François, j'en là-dessus, les aspects culturels notamment. Alors, oui, en fait, il y a 3 niveaux. Quand on regarde une activité d'une entreprise, il y a un niveau, et dans chacun de ces niveaux, vous allez trouver des bénéfices, il y a ces modèles et puis des difficultés. Il y a le niveau des opérations elles-mêmes. Comment est-ce que je fais le business au quotidien, avec les équipes, avec les compétences, avec les outils. Il y a le niveau de l'écosystème proche. Comment est-ce que je redéfinis mes relations avec mes clients et avec mes fournisseurs ou avec mes partenaires, parce qu'en fait, vous ne pouvez pas opérer ces modèles seuls. Ce sont des modèles qui font appel
à des compétences que vous ne maîtrisez pas de votre entreprise. Donc, il faut faire appel à des partenaires. Et puis, il y a un niveau réglementaire et institutionnel, là aussi, où en fait, notre réglementation, notre comptabilité, elle est construite sur un modèle linéaire, réintégrer dans un coût de revenu industriel des objets qu'on a rachetés à des distributeurs. On prend complètement à rebrousse-poil toutes les chaînes logistiques et toutes les règles comptables. C'est particulièrement complexe. Donc, il faut avoir conscience que on est dans une réglementation qui est construite sur un modèle linéaire et que les modèles circulaires ou serviciels ne rentrent pas dans les cases, fondamentalement. Donc, il y a ces trois niveaux-là. Je voudrais juste illustrer le premier niveau, le niveau des opérations. Considérer l'entreprise, en fait, une entreprise, c'est une organisation qui met en œuvre une chaîne de valeur. C'est un de ses objets principaux, elle met en œuvre une chaîne de valeur. Donc, une entreprise industrielle, sa chaîne de valeur, c'est j'écoute mon client et je définis un besoin, et je définis une offre produit, j'achète de la matière première, je la transforme dans mes usines, je la pousse sur les marchés, je la vends. Fin de l'histoire, accessoirement il y a peut-être un SAV, mais 80% de votre valeur et de vos actifs est en amont de la chaîne de valeur, dans vos usines et dans votre R&D, 80-90% de vos ressources. Et une fois que vous avez vendu votre objet, c'est la fin de la chaîne de valeur, vous redémarrez au début, c'est-à-dire qu'une fois que vous l'avez vendu, c'est la fin. Dans une économie servicielle, on est sur une chaîne de valeur qui est totalement différente. Vous partez toujours de la définition d'un besoin client, mais après vous signez le contrat, et c'est là que la vie commence. Et vous faites votre profitabilité dans les opérations quotidiennes que vous opérez pour votre client. Donc, 80% de vos ressources sont en aval de la chaîne de valeur. Et dans une entreprise toujours, tous les outils que vous utilisez sont calés sur ces chaînes de valeur. Donc, les outils qu'utilise une entreprise industrielle, les outils de reporting comptable, les outils de Customer Relationship Management, les outils de définition des produits, la liste des produits, les outils de portefeuille client, tout ça est opéré en fonction d'une chaîne de valeur industrielle. Quand vous mettez une chaîne de valeur servicielle là-dedans, je vous assure, pour avoir vécu sur un business qui faisait plusieurs centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires sur un pays, que ça ne marche pas. C'est-à-dire que vous faites tout à la main. Vous ne rentrez pas dans les cases. La coexistence au sein d'une même entreprise de deux modèles différents est particulièrement complexe pour des raisons très opérationnelles et pour des raisons très culturelles. Je coexistais, quand j'opérais le modèle Michelin de Tire as a Service, avec des équipes commerciales dont le KPI était le volume. Mon KPI était exactement à l'opposé. Puisque moins je mettais de pneus dans mon service, plus j'étais profitable. Donc, la coexistence des deux modèles au sein d'une même entité peut se révéler particulièrement complexe. Il y a des solutions qui existent, mais c'est, à mon avis, une des raisons qui explique que ça a été historiquement un petit peu difficile, parce qu'en fait, une entreprise industrielle aura tendance à considérer ces modèles-là comme juste un autre moyen de mettre des produits sur le marché. En fait, ce n'est pas du tout le cas. C'est que vous devenez une entreprise de service. Et c'est une véritable transformation culturelle. Vous avez été aussi confronté à cette même difficulté culturelle de coexistence entre l'INEP et l'INEP. Des besoins de réparateurs, des chaînes logistiques qui sont tout à fait les mêmes. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de difficultés sur ce marché. Alors, première difficulté, je rebondis sur ce qu'on dit, c'est le modèle opérationnel. C'est-à-dire que quand on est distributeur, sur un historique, etc., on sait plutôt bien acheter des produits, les stocker, les descendre dans des magasins ou les vendre sur web. Et voilà. En revanche, là, on se parle de récupérer des produits, c'est un peu partout, donc une chaîne logistique inversée, de les réparer, donc de l'industriel. Et c'est un métier qui est complètement différent. Donc quand on se dit qu'on va réparer des millions de produits en plus, en fait, ça veut dire qu'il nous faut des millions, des centaines de réparateurs en plus. Donc il faut les recruter, les former. Donc le développement de ces activités n'est pas si facile et parce qu'on est en train de réinventer des métiers qui soit n'existaient pas du tout, soit n'existaient pas chez nous. Donc ça implique de se transformer assez fortement sur le modèle opérationnel.
Après, il y a le modèle business qu'on a un peu évoqué aussi, mais alors il y a des côtés très positifs. Par exemple, un distributeur, qui commence l'année, on est à 0 en chiffre d'affaires tous les ans. Tous les ans, il faut refaire un peu plus que l'année dernière. Et bon, ça va, mais quand on a des périodes comme le Covid, etc., d'un coup, on a 0 de chiffre d'affaires parce que tout ferme. Un modèle serviciel, vous avez par exemple de l'abonnement, vous commencez l'année avec déjà un petit peu de chiffre d'affaires prévu, prévisible. Donc finalement, c'est une vertu plutôt positive. En revanche, le modèle de rentabilité est différent. Le modèle d'investissement, de cash, est aussi différent. Parce que j'ai des produits qui m'appartiennent, que je loue, mais finalement, c'est moi qui porte la valeur le cash du produit. Donc, on a un modèle qui se change, s'étire ou se transforme, pas du jour au lendemain, mais ça a un impact important sur la rentabilité globale. Nous, on pense que cette transformation, elle est dans la coexistence. Alors, c'est quelque chose qu'on entend quand même beaucoup, je ne vais pas vous dire quelque chose de très original, mais en tout cas, dans la manière de la force des choses, et la même chose que le web il y a 20 ans. C'est-à-dire que ce n'est pas un choix de se dire, et souvent j'ai la question, est-ce que quand on vend un produit de seconde vie, vous n'allez pas vendre moins de neuf, est-ce qu'on ne se cannibalise pas, etc. Moi, c'est pas parce que je suis d'HEC, mais ça appartient à la direction commerciale. Les services et la partie seconde vie, finalement, est dans la direction commerciale. Pourquoi? Parce qu'on est convaincu qu'il faut créer un lien entre les gens qui vendent du neuf et cette nouvelle activité. Pas mal d'entreprises mettent ça du côté service ou du côté opération, ce qui peut exister aussi. Et on est convaincu que c'est en faisant cette coexistence, comme on a fait entre le web et les magasins il y a quelques années, qu'on arrivera à créer à la fois un modèle vertueux et rentable globalement. Et le dernier point important, c'est je pense, l'effet humain. On l'a un peu évoqué aussi. Parce que tout ça, c'est un peu facile à dire dans une salle, voilà, mais quand on est un groupe, alors nous, on a une moyenne entreprise, on n'est que 25 000, mais quand même, il faut changer un état d'esprit global. Et c'est partout. C'est-à-dire qu'on se parlait de KPIs, mais je peux le dire par rapport aux champs, c'est quand même gros 25 000, on n'est pas des centaines de milliers. Quand on a par exemple, on se parlait de KPIs, des acheteurs ou des gens qui gèrent les gammes de produits au siège, il faut leur dire c'est bien de vendre des produits plus durables, mais en fait, eux, leur bonus sur leur variable, il est sur leur chiffre d'affaires, leur part de marché, leur marge. Donc finalement, quel est leur intérêt de vendre des produits plus durables? Ce qu'on a fait il y a 3 ans, c'est ce fameux score de durabilité que je vous disais de mentionner sur les produits. On a intégré dans le variable des acheteurs, des gens qui constituent nos gammes de produits. En vrai, ils ont intérêt, y compris personnellement, à vendre des produits plus durables dans leur assortiment. Sinon, leur critère de performance, en fait, et ça, c'est du change management que vous dites, c'est quand même changer les choses, et ça passe aussi par des mesures de ce type-là. Il faut aussi changer, nous, par exemple, ça parle de chiffre d'affaires, 80, 75% de chiffre d'affaires, c'est le magasin. Un vendeur d'articles, vous devez certainement connaître par d'entre vous, il est quand même très porté sur essayer de vous vendre un peu plus de produits, etc. Donc, comment on dit à un vendeur, on a formé pendant des années à vendre plus de produits, en disant maintenant, c'est un client qui vient, en fait, tu vas lui faire vendre un service. On va dire non, pas besoin d'acheter un nouveau produit, on va acheter ce service-là. Et puis, on va lui vendre un service à la réparation. La question qu'on a des vendeurs, c'est du coup, on ne le verra jamais dans le magasin. Donc, il y a toute une aspect de formation des équipes et comment on donne du sens global à ça. Et il y a un aspect de recrutement de nouvelles compétences aussi, parce qu'on se parle de techniciens pour réparer les produits, de reconditionneurs de produits. Et donc, ce sont des compétences qui existent peu sur le marché. Et pour finir là-dessus, je pense que c'est là où le sujet de filière, y compris encadré par des lois, par l'État, par des filières structurées, est important parce que personne n'a seul les clés pour tout faire. Il y a des structures qui existent de collègues, des structures d'économie sociale et solidaire, de reconditionnement de produits. Il y a plein de structures différentes. L'idée est quand même d'essayer de faire travailler tout le monde ensemble, puisqu'on voit bien qu'un distributeur seul, un fournisseur seul, un acteur de l'écosystème n'aura jamais toutes les réponses pour lever toutes les difficultés d'un coup, et on vient d'en évoquer quand même par
Peut-être Philippe Guzman là-dessus. Une conclusion peut-être. Oui, alors je vais démarrer peut-être par les 4 freins au développement de l'économie servicielle qu'on a identifiés dans les travaux de la Chambre de commerce et d'industrie Paris-Île-de-France il y a 5 ans. Certains ont été évoqués là. Le premier, c'était un frein qu'on a identifié comme étant le frein stratégique, c'est celui du dirigeant, qui a la capacité finalement de changer, mais l'ampleur du changement est telle, les risques sont tels par rapport à son propre horizon que finalement il ne le fait pas. Je vous renvoie à un cas archi étudié, qui est le cas Kodak et la photo numérique, où finalement ils ont la techno, mais ils n'y vont pas. Ils n'y vont pas parce que le basculement stratégique est tel que on n'ose pas y aller. Je ne m'étends pas. Le deuxième, c'est le facteur culturel, il vient d'être évoqué, le cas des vendeurs. Mais dans un autre exemple qui nous avait frappé, c'est dans nos travaux, on avait un de nos collègues, Bernard Michel, qui à l'époque était président de Gessina dans l'immobilier, et qui nous disait, mais avec les modèles de type WeWork et autres, ils perdent énormément d'argent, mais on sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Il nous dit, il a essayé pendant des mois, voire des années, à demander à ses équipes, mais faites-moi un modèle de location de bureau comme WeWork. Impossible. Impossible. Le métier de l'immobilier d'entreprise n'était pas celui-là. La seule façon qu'il a eu de le faire, c'est de créer une autre boîte, petite boîte, à côté, de prendre une jeune dirigeante qui percevait porter sur le sujet et de créer une équipe complètement déconnectée des systèmes de la grosse entreprise et qu'il gérait en direct. C'est-à-dire qu'une équipe de poissons pilotes qu'il gérait en direct à côté, en se disant, voilà, vous avez 2 plateaux de bureau, débrouillez-vous, faites en sorte de trouver le chemin de la rentabilité et le jour où vous aurez trouvé, on réinjectera, non pas l'entreprise dans le système, mais on essaiera d'injecter le virus dans le système pour faire transformer l'entreprise. Mais sinon, les facteurs culturels sont extraordinairement puissants et sont d'autant plus que l'entreprise est grande. Le troisième facteur limitant, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, et Martin l'a redit, c'est le facteur écosystémique. C'est-à-dire que comme on est sur une économie pour réaliser les effets utiles qui doit mettre en lien souvent des acteurs divers, vous pouvez vous-même, dans votre entreprise, avoir l'idée, avoir éventuellement les moyens, éventuellement la techno, mais si vous n'avez pas les partenaires pour faire, voir si vos clients ne sont pas prêts, vous ne pouvez pas faire éclore le marché. Et là, il faut parler un tout petit peu et le quatrième critère va être encore pire là-dessus, un peu on va dire, géopolitique, de regarder un peu le monde. On a un handicap. C'est que, évidemment, quand on veut faire émerger une économie servicielle et qu'on est dans la Silicon Valley, ça va être beaucoup plus facile de trouver des partenaires que si on est à Saint-Germain-des-Prés. Tout simplement parce qu'il y a un écosystème très puissant d'entreprises de tech qui ont des moyens, qui ont beaucoup d'innovation. Et de la même façon, potentiellement en Chine. Et donc, il y a un sujet qui est, pour moi, en France, autour de cette économie. J'ai, à ce titre, il y a quelques mois, suggéré à l'époque au cabinet d'Olivier Grégoire de dire qu'il faudrait qu'on invente un truc du genre pôle de compétitivité. Je dis du genre, je n'ai pas d'idées préconçues autour du système, mais de façon à dire, pour fédérer les acteurs, pour les faire se rencontrer, éventuellement pour créer de la norme, pour faire masse, de façon à faire bouger les modèles. Sinon, on risque d'être, à notre petite échelle française, d'être largué. Et si on voulait le faire à l'échelle européenne, ce qui serait très intelligent, on pourrait se retrouver avec le même problème qu'on a eu dans l'industrie, c'est que finalement, la norme, c'est la norme DIN, et c'est les Allemands qui l'ont faite et qui pilotent l'industrie à partir de ça. Donc, moi, je crois qu'il faudrait qu'on promeuve quelque chose en France. Donc, ça va même au quatrième point, quatrième frein, qui est un frein pour les qualifier technique, mais qui est beaucoup juridique. Alors, ce que je vais vous dire est effrayant, mais c'est en même temps réel. C'est que je suis très heureux qu'on soit protégé en France, en Europe, par la RGPD, mais clairement, pour l'émergence de ces modèles, ça va être un handicap. Ça va être un handicap, là encore, parce que
la donnée, elle est privée aux États-Unis. Finalement, c'est les entreprises qui font ce qu'ils veulent de vos données. En Chine, elle est évidemment publique. C'est Jinping qui décide ce qu'il fait de vos données. Et en France, les entreprises n'ont pas le droit de le partager. Et si on veut, tout à l'heure, François citait Signify, par exemple, si Signify veut développer un système serviciel très puissant avec des collectivités publiques, avec, pourquoi pas, les sociétés de prélèvement d'enlèvement des déchets, etc. On peut imaginer des tas de solutions. Et ces gens-là, pour travailler ensemble, vont devoir partager de la donnée. Sinon, ils ne peuvent pas faire éclore le système. Et donc, on a un environnement de protection des consommateurs en France dont on doit être fier, mais dont on doit avoir conscience qu'il est potentiellement très limitant dans l'émergence de cette nouvelle économie. Et donc, il va falloir qu'on sache, à un moment donné, trouver les bons équilibres. Donc ça, c'est les 4 freins. Pour pas terminer sur des freins, je voudrais reparler quand même de cette question de la chaîne de valeur que François a illustrée et qui est un élément, je crois, extrêmement important de compréhension de ce qui est en train de se passer et des politiques d'entreprise, mais des politiques publiques qu'on doit mener. Je vais prendre, moi j'aime bien partir d'exemples très basiques, très concrets, qui permettent de comprendre. On va parler de perceuse, si ça vous va. Je ne sais pas s'il y a des bricoleurs dans la salle, je vais parler de perceuse. Est-ce que vous avez une idée du temps d'utilisation pour un particulier, bien sûr, hein, d'une perceuse dans la durée de vie de la perceuse? Bien, Leroy Merlin nous a donné 12. Mais le temps où le moteur tourne dans la durée de vie d'une perceuse est de 12 minutes. Ça renvoie à ce que je vous disais tout à l'heure sur la productivité des effets utiles. C'est quand même assez hallucinant. Ce qui veut dire que rien que nous 4, si on partageait la même perceuse, on passe à 48 minutes. C'est quand même un exploit extraordinaire. Donc, on voit bien les enjeux écologiques évidents. Pourquoi je voulais vous parler de ça? Parce que dans ces questions de chaîne de valeur, c'est ce qu'a dit François, c'est que si une perceuse n'est plus produite, enfin, les 4 perceuses ne sont plus produites et qu'on n'en a qu'une, on voit bien que d'un côté, l'industrie qui fabrique les perceuses va en produire 4 fois moins. Enfin, ça pose évidemment un problème industriel, de capacité industrielle, d'emploi industriel, etc., etc. On peut se dire que ce n'est pas grave parce que finalement, il y aura moins de captation de matière pour l'environnement, etc. Mais enfin, bon, il y a un sujet. Et que la valeur, potentiellement, s'est déplacée vers les services, c'est-à-dire celui, éventuellement le logisticien qui va déplacer la perceuse entre nous 4, celui, le réparateur qui va entretenir, réparer la perceuse, donc, etc., etc. Donc, on a un déplacement de la valeur et donc des emplois, des métiers. Mais si je pousse un peu plus loin, aujourd'hui, la perceuse, elle est fabriquée où? Essentiellement en Chine. Mais en fait, si vous voulez avoir une perceuse qui tourne entre nous 4 et plus, parce qu'à mon avis, on pourrait partager une perceuse avec toute la salle. Mais si on veut faire tourner cette machine-là, forcément, il va falloir avoir une machine qui ne soit pas une perceuse de base à 100 €, mais une perceuse sans doute beaucoup plus costaud, qui puisse tenir dans la durée, qui puisse supporter plus de chocs, qui soit beaucoup plus facilement réparable dans les ateliers de Fnac Darty le jour où ils feront de la perceuse. Enfin, ils auront la technologie pour le faire de toute façon, c'est pareil. Et donc, il faut un produit qui soit plus qualitatif, qui soit probablement plus calibré. Il faut effectivement des emplois qu'on a beaucoup perdus de réparation pour pouvoir le faire en proximité, etc. Ce que je veux dire là, c'est que, par exemple, quand l'État fait des plans de relocalisation de l'industrie et quand on a tous ces discours de souveraineté, aussi, j'étais aux Assises du commerce l'an dernier, je tenais ce discours-là. Si on a en tête de dire il faut réindustrialiser le pays, ce que je souhaite, pour refaire les 4 perceuses qu'on a là, tous les 4, d'il y a 20 ans, en France, c'est idiot. Le sujet, c'est comment on va faire la perceuse qu'on va se partager et qui va être produite en France, parce que comme elle est beaucoup plus qualitative, la faire en Chine, le coût du travail pour une perceuse haut de gamme va être beaucoup moins important, donc on peut la relocaliser, et les ateliers de production qui peuvent être de réparation peuvent être localisés en France. Vous voyez, ce qui est intéressant dans ce qu'on évoque, c'est que
concerne pas que le serviciel et l'aval, finalement, de la chaîne de valeur. Ça va questionner la façon dont on pourrait réindustrialiser notre pays. Et là encore, je suis parti sur les freins, mais ça questionne, je pense, le logiciel que nous avons, décideurs publics, privés, de ce qu'il faut faire dans notre pays pour permettre, là encore, l'éclosion de cette économie et lui permettre de tourner. Voilà, je vais m'arrêter là, plein d'autres sujets abordés, mais on le fera pendant les questions. Voilà, on va peut-être vous laisser la parole. C'était un peu long, merci en tout cas. On n'a pas de micro baladeur. Oh, mais peut-être qu'on s'entend dans le micro. Monsieur. Allez-y, en portant un peu la voix. Jacob Menn du cabinet New Angles. C'est que ça sonne un peu anglo-saxon. Ma question, c'est qui va mener cette danse? Parce que vous décrivez une situation où chacun tâtonne dans son coin. Je pense à des vingtaines de fabricants de perceuses ou de lave-linge. Je pense à une vingtaine de distributeurs et à l'absence de réparateurs et de plateformes. Donc, il y a beaucoup de choses à construire, si j'ai bien compris, pour que l'économie de la fonctionnalité existe, fonctionne. Qui va mener la danse? Ça va être la distribution, ça va être l'industrie, ça va être qui? Je vais tenter. Alors je ne vais pas répondre en industrie ou commerce ou autre, même si la question peut se poser. Par contre, je voudrais répondre par un effet de taille. Ce qui est certain, c'est que si on veut avoir des modèles qui puissent fonctionner et atteindre une certaine rentabilité, il faut une masse critique. On ne peut pas faire tourner une boucle servicielle sur des petits volumes. Ça ne veut pas dire que ces volumes, il faut les apprécier au niveau, je dirais, national, voire international. Ce qui me semble important, c'est d'essayer d'apprécier les volumes, parce qu'on a de la reverse logistique et autres, à l'échelle, je vais lâcher un mot que je n'aime pas beaucoup, mais à l'échelle d'un territoire, quel qu'il soit. Ça peut être Paris, ça peut être un département, peu importe. Il faut une masse critique sur une échelle suffisamment limitée pour que le système puisse tourner, pour qu'on ait une masse critique. Ce qui ramène à un point important, qui a été évoqué en partie par Martin, c'est la possible coopération, ou j'aime bien par contre ce terme-là de compétition, des acteurs qui sont concurrents, qui se disent sur des éléments de la chaîne de valeur, on va bosser ensemble. Je prends une illustration, je ne sais pas ce que fait Fnac, mais je crois que vous avez des initiatives, mais prenons l'exemple de Leroy Merlin, avec qui j'avais pu échanger, et Leroy Merlin a conscience, on n'a pas fait encore, mais de dire sur des éléments de cette économie-là, on sait qu'il faudrait qu'on y aille. Nous n'avons pas, nous, Leroy Merlin, on n'a pas la masse critique pour pouvoir le faire, sur des éléments notamment de logistique ou de réparation, et qui dit, en front office avec mes clients, c'est bien moi, Leroy Merlin, mais sur des éléments de back office, il va peut-être falloir que je parle avec Castorama ou avec Ikea et qu'on opère des choses ensemble. Et en fait, en tout cas, dans le monde du commerce, ce n'est pas très culturel, mais dans des tas d'endroits, ça l'est. Moi, je cite souvent en exemple, Renault et Peugeot ou d'autres font des moteurs ensemble depuis 40 ans. Et pendant un temps, Renault, à l'époque où ils étaient avec Nissan, en même temps faisait une plateforme de véhicules avec Mercedes sur un autre truc. Du moment que le consommateur, pour lui, voit bien des entreprises différentes, je pense que les entreprises vont devoir apprendre de plus en plus à collaborer. Ce qui, là encore, pose des problèmes de droit, de confidentialité des affaires, de partage de données, je l'ai dit, enfin, des tas de sujets. Mais il faudra qu'on ait de la masse. Pour surprendre, je pense que en tout cas, sur le marché, c'est à nous, distributeurs, et surtout leaders, à mener cette danse. Alors déjà, il y a une condition, et là, on se rapproche du sujet un peu CEO, but de l'entreprise, une conviction forte, nous, de dire, en tant que leader du marché, on ne peut pas s'investir dans ce sujet-là. C'est la première chose qui est plutôt une conviction. Après, il y a le sujet d'effet de taille. En disant, en fait, oui, on a la taille critique pour le faire. On est certainement chatouillé par plein de startups, vous connaissez certainement très bien,
qui sont sur ces marchés-là, qui nous poussent à nous rendre meilleurs et à avancer plus vite qu'on l'aurait fait peut-être tout seul ou sans concurrence, mais je pense qu'on a le meilleur modèle pour le faire. Et surtout, tout ce qu'on a évoqué là, je pense que le distributeur a un rôle important. Pourquoi? Parce qu'on est en relation avec les fournisseurs, et en fait, rien ne pourra être fait, tout ce que l'éco-conception, tout ça. Et donc, la base, l'amont, est extrêmement importante. Et les fournisseurs, un fournisseur seul ne pourra pas faire grand-chose, même si c'est un très gros. Donc, on a un rôle, notre rôle est aussi de pousser les fournisseurs à travailler cette éco-conception dès la base, dès l'amont. On a un rôle auprès des clients, parce que finalement, on se parle de comment on vend ça aux clients, comment on accompagne nos clients aussi dans cette tendance. On a un rôle d'éducation, et le seul maillon qui a un lien direct avec le client, c'est nous. Et on a un rôle pour des produits. Finalement, qui collecte des produits chez vous, le fameux lave-linge, même si après il faut certainement travailler avec une filière de recyclage, etc., mais qui collecte à la base, c'est nous. Donc si on ne forme pas nos livreurs à bien collecter un produit, sans en fait, qu'entre le moment où il est au 5e étage et au premier étage, il a perdu 50% de sa valeur parce qu'il est tapé de tous les côtés, et en disant, même pour aller collecter un produit, il faut le préserver, pour lui garder le maximum de valeur, bah, c'est notre rôle aussi. Donc en fait, si vous avez les fournisseurs, les clients, les produits, finalement, on est convaincu que notre rôle est central et c'est à nous d'organiser cette danse. Mais, et je rejoins ce que Philippe disait, on ne pourra pas le faire tout seul. Donc il y a besoin aussi d'organiser une filière et de s'impliquer dans cette organisation. Oui. 3 questions. Je ne vais pas parler pendant 10 minutes. On a beaucoup parlé de durabilité de Martin et de son volet durabilité physique pour prolonger la durabilité de produit. Est-ce que vous travaillez aussi sur la durabilité émotionnelle, notamment parce que en fait, c'est bien d'avoir un produit qui dure plus longtemps, mais si les gens ont envie d'en changer tous les 4 matins, en fait, on s'en fiche un peu, qui dure plus longtemps. Donc, est-ce que c'est un sujet? Ma deuxième question plus générale, c'est est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les entreprises sont prêtes à faire des renoncements, notamment en lien avec la notion d'utilité dont on parlait tout à l'heure? Est-ce qu'on est arrivé au point où les entreprises sont prêtes à dire bah, ce produit-là, il ne sert à rien, donc j'arrête de le vendre? Ou alors il a un impact environnemental trop fort, donc j'arrête de le vendre? Et la troisième question que je voulais poser, c'est celle de la décroissance. Je ne vais pas l'utiliser souvent parce que je sens qu'on peut se choper. Je vais parler plutôt de post-croissance, dans le sens, est-ce qu'on est prêt aujourd'hui, est-ce que les entreprises sont prêtes à arrêter d'aller chercher la croissance perpétuelle du chiffre d'affaires, sans tomber dans la diminution du chiffre d'affaires, mais juste la stabilisation, pour se contenter un peu de ce qu'on a. Voilà, utiliser toutes les ressources possibles et imaginables, et surtout arrêter de vouloir toujours plus. J'ai un gueule. Moi, je veux bien commencer par la fin. Non, sur la notion de décroissance et de post-croissance, j'aime bien le terme de post-croissance. Ce qui est assez amusant avec ces sujets, c'est que très très vite, on arrive sur une dimension politique. Et en fait, les business models ne sont qu'un outil au service d'une intention. Un business model, c'est un outil, c'est rien d'autre qu'un outil, c'est un marteau et un clou, un business model. C'est un moyen de mettre une intention collective d'une entreprise en œuvre. Donc, le business model, on lui fait dire ce qu'on veut. Je veux dire, je peux tout à fait avoir un business model extrêmement vertueux en servicisation, servicielle, ou un modèle tel que l'évoquait Martin, où on peut se poser quelques questions quand on change de téléphone portable tous les 6 mois. Donc, finalement, le business model est un outil. Après, est-ce que les entreprises sont prêtes à arrêter de chercher de la croissance du chiffre d'affaires? Je pense que l'intérêt de ces modèles, c'est d'essayer de décorréler une activité économique, mais au sens premier du terme économique, c'est-à-dire ce qui anime une société humaine d'une extraction de matières premières. Bon, dit dans un amphi, c'est super facile, hein, mais c'est un peu ça qu'on recherche. Je ne pense pas que ce soit la seule solution, et je ne pense pas que ça réglera tous les problèmes. Mais enfin, si on peut trouver un modèle qui, pour un effet d'usage, j'aime beaucoup la notion d'effet d'usage évoquée par Philippe tout à l'heure, parce que je pense que c'est ça qu'on vend finalement. Pour un usage donné, engage 30 à 40% de matières premières en moins, bah on aura tout de même fait un bout du chou.
Ça ne va pas régler tous les problèmes. Mais on aura tout de même fait un bout du chemin. Et c'est pour ça que je suis absolument convaincu que ces modèles ont un avenir parce qu'ils permettent justement de faire ce bout du chemin. Mais encore une fois, un modèle ne règle pas le problème de l'intention. Et quand un pacte d'actionnaires donne comme seul et unique objectif la profitabilité, ben c'est bien difficile à une équipe dirigeante d'aller chercher autre chose. Je vous oriente vers des modèles un petit peu alternatifs. Le groupe Licorne, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, Licorne avec 2 O, L-I-C-2-O-R-N, c'est un jeu de mots intentionnel avec les licornes des startups, qui explore, c'est plusieurs boîtes, ils font ça tout nu, qui explorent les modèles coopératifs. Avec une coopérative, on parlait tout à l'heure de l'écosystème et des territoires, Relcorp, par exemple, est une de ces initiatives qui veut, avec un financement conjoint de collectivités, financement privé, enfin, voilà, sur un mode coopératif, réactiver des voies ferrées qui ont été oubliées ou sur lesquelles on n'a pas investi. Donc, typiquement, c'est un Lyon-Bordeaux. Donc, ils sont très actifs dans le sud-ouest. Ils font des legs Bordeaux-Pau, je crois, de mémoire. Donc, voilà, ça, ce sont des modèles où, en fait, un pacte, je ne dis pas d'actionnaires, mais d'acteurs économiques se réunissent pour créer un modèle différent. Donc, et là, on est vraiment sur un pacte d'acteurs économiques qui ont une intention commune. Donc, encore une fois, le business model, ça n'est qu'un outil aux mains d'une intention donnée. Voilà. Mais je reste convaincu que les modèles peuvent permettre d'atténuer l'impact. Et est-ce que les entreprises sont prêtes à renoncer? Il y a de plus en plus de dirigeants qui ont une conscience assez aiguë de cette problématique-là. Leur capacité à le faire, et c'est le frein qu'évoquait Philippe tout à l'heure, leur capacité à le faire, je pense qu'ils ont besoin d'aide. Je pense qu'ils ont besoin d'aide et je pense que dans les danseurs, la réglementation et les pouvoirs publics doivent être des danseurs absolument indispensables pour aider les entreprises à accélérer dans l'adoption de ces modèles. Oui, sur les renoncements. Sur les renoncements. En fait, sur les renoncements, je vais répondre non, mais avec un point de nuance. En fait, quelque chose qui se passe depuis une quinzaine d'années, et forcément, ici, je pense que vous l'observez, je renverrai aux travaux notamment de Jérôme Fourquet et autres sur la fragmentation de la société. Ce qui est très frappant, c'est que la consommation pendant longtemps, elle était très monolithique. Tout le monde consommait à peu près pareil. Donc, c'était assez facile, on parlait du consommateur. Et finalement, la seule variable dans la consommation, c'était le prix. On consommait la même chose, nonobstant le prix. Donc, depuis une quinzaine d'années, il y a une vraie fragmentation. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que les attentes des consommateurs sont de plus en plus divergentes. Et le sujet, l'objet d'une entreprise, et l'unique objet d'une entreprise, c'est de répondre à des besoins des clients. Il n'y en a pas d'autres. Ces besoins, ils peuvent être matériels, c'est-à-dire je veux consommer un produit, utiliser un produit, mais ils sont aussi immatériels. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est quand on voit beaucoup d'entreprises qui parfois vont se qualifier à impact, qui se mettent en entreprise à mission, ou même qui le font sans le dire ou sans prendre. Ils font quoi? Alors, c'est souvent les convictions d'un dirigeant, mais ils répondent aux attentes d'une catégorie de clients qui correspond à cette marque et à ce qu'elle fait. C'est ce qui fait qu'il y a des entreprises qui renoncent et qui en font un avantage compétitif, et d'autres qui ne renoncent pas parce qu'il y a des clients qui ne renoncent pas. Vous avez Patagonia et vous avez Shein. Hein. Les deux fonctionnent. Aujourd'hui, Shein va très bien. Mais bon, c'est pour dire que le sujet, il ne peut pas se limiter simplement à dire que les entreprises doivent renoncer. Les entreprises, elles ne renonceront jamais à ce que leurs clients demandent. Et donc, le sujet se pose au niveau des clients et de comment on va activer ça. Et les choses évoluent positivement. Et après, j'aimerais bien, on parlera du rôle de l'État là-dedans. Sur la décroissance ou la post-croissance, mais c'est ce que François a dit, c'est un terme qui a été par ailleurs beaucoup critiqué, mais moi je crois, j'espère, que cette économie servicielle, c'est celle, si on lui permet vraiment d'éclore, qui va permettre le découplage.
Je suis convaincu de ça et j'ai envie d'être convaincu de ça. On arrive à découpler la satisfaction des besoins individuels et collectifs et la captation de ressources. On pourra aller assez loin sur ce sujet, mais je pense que c'est vraiment ce qu'on doit arriver à faire. Rapidement, je pense que je vais faire le début des questions, c'est plus simple à la fin. Sur la durabilité, c'est une histoire intéressante. Il y a 5 ans, ça paraît loin, si c'est celui-là 5 ans, j'ai dit c'est super, on va sortir un indice de durabilité et tous nos clients vont acheter plus de choses chez nous, vont préférer à d'autres marques parce qu'il y a un impact client la première année vraiment très proche de zéro. Qui a entendu parler d'un indice de durabilité il y a 5 ans? Pas vraiment. En revanche, l'impact du lendemain était plutôt du côté fournisseur en disant ah oui, vous avez sorti, alors comment vous calculez ça? Pourquoi je suis pas bien? Quelles sont vos données? Donc, déjà, on a été surpris en disant c'est un impact plus fort, là, on l'avait pas anticipé. Après, sur la durabilité émotionnelle, est-ce que c'est important pour le client? On a évolué depuis 5 ans et on s'est dit, voilà, est-ce qu'il faut montrer au client le produit le plus durable d'une catégorie? Et on a créé un label, choix durable, on se dit, voilà, on va mettre sur le produit le plus durable d'une catégorie un label assez visible, etc. Et là, on s'est rendu compte que oui, il y avait une croissance très importante de sélection de ce produit par rapport aux autres, rien qu'en montrant aux clients, et on a fait des études, notamment sur le gros électroménager, le critère numéro 1 de choix, c'est est-ce que le produit va durer longtemps? Est-ce que je vais l'avoir encore dans 10 ans? Ce n'est pas exactement la même chose, je pense, sur la téléphonie, d'autres marchés, là, il y a d'autres sujets, mais on s'est rendu compte que le critère de durabilité sur certaines catégories de produits était un critère très important et devenait de plus en plus important dans le choix des consommateurs. Deuxième question, est-ce qu'on est prêt à arrêter de vendre? Ça sort pour moi jusqu'à la fin, mais arrêter de vendre des produits au sens large, non. Et d'ailleurs, ce ne sera pas je pense que c'est pas le modèle, parce que la perceuse de tout à l'heure, il faut bien qu'au début, quelqu'un la produise, la vende, etc. Arrêter de vendre les mêmes produits, vraiment, des produits un peu différents, mais il y aura toujours, je pense, un équilibre. Et est-ce qu'on est prêt à arrêter de vendre un produit ou une marque? Oui, et ça, on l'a déjà fait. On cite là, par exemple, référence sur une marque d'aspirateur, je ne citerai pas, mais voilà, tel produit. En fait, ce fameux indice de durabilité, en plus, c'est dans le variable de l'acheteur. Celui-là, votre produit, il fait baisser de X points, c'est combien, l'indice de la catégorie. On ne peut plus le vendre. Et d'ailleurs, pour nous, c'est pas notre. Si vous vendez un produit, tous les clients, au bout de 6 mois, ils reviennent chez vous parce que le produit est cassé, etc. Il y a intérêt à le faire. Donc, en fait, notre intérêt n'est pas de le vendre. Le fournisseur, son intérêt non plus, au final, n'est pas de s'améliorer. Donc, oui, on l'a fait, mais on n'a même pas besoin d'aller jusque-là. Parce que rien que le fait de dire à un fournisseur, voilà, vous êtes numéro 2, notamment quand on se parle avec de très grandes marques, là je fais le main avec un aspirateur, mais en fait, si c'était une marque très connue qui vend des produits avec une pomme dessus, je ne vais peut-être pas dire demain s'il était avec un produit complètement, ce n'est pas le cas, mais c'était des produits complètement pas durables, est-ce que je prendrais le risque d'en vendre zéro? Peut-être pas, parce qu'il y a un poids aussi qui est différent. En revanche, il y a notre métier, je disais tout à l'heure dans la relation avec les fournisseurs, c'est pas de dire je déréférence, je vends plus. Ça peut être un cas extrême, mais c'est d'accompagner en disant, soit en orientant le client sur d'autres produits, et je vous garantis que ça fait bouger les fournisseurs. Ça, c'est, voilà. Et après, sur la partie décroissance, post-croissance, etc., il y a une réalité quand même, c'est que ces modèles-là, il faut les financer déjà aujourd'hui. Et en fait, on se parle de nouveaux business models, etc., qui nécessitent quand même des investissements beaucoup plus importants que le modèle de base. Et donc, il faut quand même trouver un moyen de départ de financer ces évolutions. Et après, il faut un modèle qui, certainement, ce n'est pas finalement le chiffre d'affaires, parce que pourquoi pas avoir moins de chiffre d'affaires si finalement la rentabilité vient du service, de l'abonnement, plutôt que de faire un nouveau produit. Finalement, et on peut même avoir un modèle d'affaires plus vertueux en termes de rentabilité. Donc en fait, c'est pas exclu. En revanche, au début, c'est assez compliqué à se dire on va créer un modèle d'affaires, mais en décroissance. C'est-à-dire que c'est des modèles d'affaires qui sont quand même tous difficiles à financer. D'où c'est quand même peut-être de filière, mais aussi de se dire comment je fais pour le financer au moins le démarrage. C'est un discutable, je vais te demander
ce qui s'est passé quand j'ai voulu introduire de l'économie servicielle dans mon entreprise. Je suis responsable de 14 usines, responsable de la réduction d'entreprise. Et donc, on avait tout le parc de lumière à remplacer par des LED. Et l'idée, c'était d'utiliser de l'économie de la fonctionnalité et non pas du remplacement binaire en LED. Par un gros potentiel de remplacement. D'une part, parce que je n'avais pas d'argent pour le faire, ce qui était quand même important. Puis d'autre part, parce que grâce à ça, je travaillais effectivement sur de l'économie carbone, parce que j'améliorais en fait mon service. Mais je changeais aussi la façon dont l'entreprise pouvait introduire en fait ses coûts. C'est-à-dire que au lieu d'avoir du CAPEX, je rentrais dans le DOPEX. Et là, en fait, je me suis heurtée à une chose imparable. Et pourtant, je me paye moins. Hein. Ça me coûtait moins. Ça me coûtait moins en finance, et ça me coûtait moins en carbone aussi, parce que j'améliorais mon service. Et ben non. Voilà. J'avais 14 lignes, je n'étais pas petit. Hein. Voilà. Et donc, je n'ai pas pu introduire cette économie de la proximité. C'est vraiment. Ça me restait en travers de la gorge. Mais je crois que je ne sais pas si c'est un siège. Je ne sais pas. Je sais franchement, parce que le modèle économique est difficile à introduire. Cette contrainte, vous l'avez, cette contrainte CAPEX-OPEX, vous l'avez dans tous les marchés publics. Oui. Dans le monde de l'art. Enfin, voilà, c'est chez les industriels et dans le monde des acteurs aussi. On utilise cette économie de la fonctionnalité avec, par exemple, sur nos imprimantes. C'est de l'économie de la fonctionnalité. Sur notre. Bon, moi, je suis industrielle, je montre un des plus gros des cabinets européens et mondial. On a de l'air comprimé par exemple dans nos usines. C'est une chose, on achète. On n'achète pas les machines, on achète l'air comprimé. Donc la fonction. Simplement. Donc, on a l'habitude de ça. Mais par contre, c'était tellement nouveau d'acheter de la lumière, ça n'est pas facile. C'est pas facile. C'est quand même. Voilà. Je ne sais pas si les dirigeants sont prêts à fonctionner de cette façon-là. Et pourtant, c'est évidemment, moi je suis convaincue, hein, c'est la façon de faire pour aller vers la réduction d'empreinte carbone. Je suis sûre. Sans ambition industrielle. C'est juste un témoignage. Voilà. Merci beaucoup. Je pense qu'on va se faire chasser rapidement les lieux. Si vous avez compris, il y a 9 heures, nous ne sommes plus là. Peut-être un dernier mot à Béatrice sur les activités à venir. Merci à tous, merci à vous messieurs, et merci à toi Dominique. C'était passionnant, vraiment. Et je voulais juste donner quelques informations sur les prochains événements qu'on a prévus. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure des Alumnitos qui réunissent nos jeunes camarades. Et donc, on va recevoir le 16 mai, je crois, 4 avocats qui ont fait l'école du droit de Sciences Po, qui sont membres de notre groupe et qui ont fondé une association qui s'appelle Robin des droits et qui parle d'environnement, qui intervient dans le domaine de l'environnement. On a aussi un afterwork commun avec le groupe ESS prévu le 1er juin à la recyclerie. Donc, c'est dans la partie très animation. Et puis, le 22 juin, on aura Alexandre Florentin, qui est un de mes camarades également, conseiller de Paris, qui viendra nous présenter le rapport de la mission dont il a été chargé par la mairie de Paris et le conseil sur Paris à 50 degrés à horizon 2050. Donc, ça, c'est pour le mois de juin. Et puis, à la rentrée, on recevra également Maud Bailly pour le groupe Accord à l'occasion d'un petit déjeuner. Et Marie-Claire Daveux, Kering, je crois que c'est le mois de novembre. Et puis, donc ça, c'est pour les événements qu'on prévoit. Il y en aura probablement d'autres. Donc, je vous invite à consulter nos activités sur le groupe. Et puis, je vais faire un petit peu de pub pour le PAL Meeting
qui s'appelle Sciences Po Alumni, Environnement et Développement durable. Voilà. Merci à tous et très bonne phrase en fait.